Salut à tous. Hier, quelque chose s'est produit qui va discrètement remodeler la réalité financière de chaque personne sur cette planète pour le reste de 2026 et potentiellement bien au-delà. Un haut responsable iranien s'est présenté devant une caméra et a prononcé une déclaration si délibérée, si calculée et si lourde d'implications durables que les marchés de l'énergie, les cellules de crise gouvernementales et les banques centrales du monde entier sont encore en train d'en mesurer la portée réelle. Ali Nighzad, vice-président du Parlement iranien, a déclaré publiquement que le détroit d'Ormuz ne reviendrait en aucune circonstance à son état précédent. Pas simplement mis en pause, pas limité comme tactique de guerre, pas fermé jusqu'à la reprise des négociations, mais ne revenant jamais à ce qu'il était. Cette seule phrase, prononcée dans une interview accordée à l'agence de presse Mer le 26 avril 2026, pourrait représenter le basculement le plus lourd de conséquences dans l'architecture énergétique mondiale depuis le début du conflit, il y a 58 jours. Et si vous ne suiviez pas la situation de près, il faut commencer maintenant, parce que les conséquences de cette déclaration vont toucher votre coût de la vie, la stabilité économique de votre gouvernement et le prix de presque tout ce que vous consommez. Pour comprendre pourquoi ces mots ont un tel poids, il faut comprendre ce qu'est réellement le détroit d'Ormuz et ce qu'il représente pour l'économie mondiale. C'est un passage maritime étroit, large de seulement 20, et un miles à son point le plus resserré, situé entre l'Iran et Oman. Par ce corridor transitent environ 20% de tout le pétrole transporté sur les océans de la planète. Avant le déclenchement de cette guerre, environ 20 et 1 million de barils de pétrole brut et de gaz naturel liquéfié passaient chaque jour par ce détroit, approvisionnant la majeure partie des besoins énergétiques de l'Asie et soutenant environ 25% de toute l'activité économique dépendante des chaînes d'approvisionnement énergétique mondiale. C'est pas une note de bas de page dans un manuel d'économie. C'est le système circulatoire de l'économie mondiale moderne, et l'Iran vient d'annoncer qu'il restructurait durablement la manière dont ce système fonctionne. L'Iran a fermé le détroit le 4 mars 2026, 6 jours après le début de la guerre. À ce moment-là, les gouvernements et les analystes l'ont interprété comme ils avaient interprété toutes les menaces iraniennes précédentes concernant Hormuz, comme un levier, comme une tactique de pression, comme une mesure qui finirait par être annulée une fois les canaux diplomatiques rouverts ou la pression militaire intensifiée. Cette lecture s'est révélée dangereusement erronée parce que ce que Nighzad a déclaré le 26 avril n'était pas une menace destinée à obtenir des concessions. C'était une annonce politique. Il a explicitement fait référence à un ordre direct du guide suprême Mojtaba Khamenei. Il a présenté la fermeture non pas comme une réaction aux frappes en cours, ni comme un instrument de négociation, mais comme une recalibration permanente de la posture stratégique de l'Iran dans la région. C'est une catégorie de déclarations entièrement différentes. Et la traiter comme les précédentes déclarations iraniennes sur le détroit constituerait une grave erreur d'analyse. Voici l'élément qui rend la position iranienne à la fois si cohérente stratégiquement et si véritablement dangereuse pour le reste du monde. Nighzad est allé plus loin que la simple déclaration d'une fermeture permanente. Il en a expliqué le raisonnement avec une clarté remarquable. Il a affirmé ouvertement que le conflit avait démontré que le contrôle simultané du détroit d'Ormuz et de Bab el-Mandeb donnait à l'Iran la capacité d'affecter directement 25% de toute l'économie mondiale. Cette phrase révèle toute la doctrine stratégique en un seul souffle. Pendant des décennies, l'Iran a encaissé les sanctions occidentales, vu son économie comprimée, sa population mise sous pression, ses infrastructures dégradées par l'isolement financier et les frappes ciblées. Puis une guerre a commencé et en quelques semaines de fermeture d'un seul passage maritime de 20 et 1 miles, l'Iran a découvert qu'il pouvait infliger au monde aligné sur l'Occident davantage de perturbations économiques que n'importe quelle campagne militaire. Le calcul que Téhéran a désormais fait, c'est que ce levier est trop précieux pour être volontairement abandonné. Et il s'est donc publiquement engagé à le conserver. Apparemment, la doctrine de la pression maximale vient de découvrir un petit défaut.
L'autre camp, c'est aussi lire les cartes. Les données économiques accumulées au cours des 54 derniers jours confirment exactement ce que l'Iran affirme au sujet de sa propre puissance. Lorsque le détroit a été fermé au début du mois de mars, le Brent s'échangeait autour de $70 le baril. En 2 semaines, il a dépassé les $120. Les analystes des grandes institutions financières ont commencé à projeter des prix entre 170 et $200 le baril si la fermeture se prolongeait au 2e trimestre 2026. À ce jour, le Brent reste au-dessus de $110, ce qui signifie que les marchés intègrent déjà une perturbation prolongée, sans avoir encore pleinement intégré une perturbation permanente. Goldman Sachs a publiquement averti que si la fermeture persistait jusqu'à la fin du 2e trimestre, le brut pourrait atteindre $170 le baril, et l'Iran vient maintenant de dire au monde que la fermeture ne persiste pas simplement. C'est une politique permanente. La raison pour laquelle les prix réagissent avec autant de violence relève d'une arithmétique simple. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont massivement investi dans des oléoducs terrestres de contournement spécialement conçus pour acheminer le pétrole autour d'une éventuelle fermeture d'Ormuz. Ensemble, ces infrastructures peuvent traiter environ 6-12 millions de barils par jour. Cela semble significatif jusqu'à ce qu'on le compare aux 20 et 1 million de barils par jour qui transitaient auparavant par le détroit. Le déficit est de 5 millions de barils par jour, sans itinéraire alternatif viable. Aucun oléoduc n'est en construction assez rapidement pour combler cet écart. Aucune route maritime pour pétroliers ne permet de rediriger un tel volume. L'arithmétique ne fonctionne tout simplement pas et l'Iran la comprend parfaitement. Ce qui rend la position iranienne encore plus avantageuse sur le plan structurel, c'est une réalité géographique rarement évoquée dans les grands médias. L'Iran est le seul producteur du Golfe qui ne dépend pas du détroit d'Ormuz pour exporter son propre pétrole. Le brut iranien peut partir vers le nord par la mer Caspienne en direction de la Russie ou être acheminé par voie terrestre et ferroviaire vers la Chine. Tous les autres grands producteurs du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Koweït, l'Irak, le Qatar, Bahreïn dépendent d'Ormuz pour mettre leur pétrole sur le marché. Ainsi, lorsque l'Iran ferme le détroit, il coupe simultanément la capacité d'exportation de tous ses concurrents régionaux, tout en conservant sa propre capacité à vendre du pétrole par d'autres routes. Fermer Ormuz ne coûte presque rien à l'Iran en perte de revenus, tout en générant des hausses massives de prix sur chaque baril qu'il exporte. D'un point de vue strictement stratégique et économique, c'est l'une des positions de levier asymétrique les plus puissantes qu'un État ait jamais détenues sur l'économie mondiale. Les conséquences humaines de ce que l'Iran déclare désormais permanent sont déjà visibles et s'accélèrent. Les Philippines sont devenues le premier pays à déclarer officiellement une urgence énergétique nationale le 24 mars. Près de 98% des importations pétrolières philippines proviennent du Moyen-Orient via le détroit d'Ormuz. Le président Marcos a annoncé que les réserves de brut ne tiendraient que jusqu'à la fin du mois de juin. Des écoles ont commencé à fermer plus tôt afin d'économiser du carburant. Les centres commerciaux ont imposé des fermetures obligatoires à 20 heures. Les stations-service ont commencé à rationner les approvisionnements. Ce n'est pas une crise en formation. C'est une crise déjà mûre et en aggravation. Le Bangladesh a suivi une trajectoire similaire, fermant les universités plus tôt que prévu et limitant les horaires d'ouverture des commerces afin de réduire la consommation d'énergie. Le Vietnam a supprimé des taxes sur les carburants pour tenter de ralentir la hausse des prix. Mais les prix à la pompe dans le pays restent encore entre 40 et 100, 20% au-dessus de leur niveau d'avant-guerre. Ce ne sont pas des statistiques abstraites. Ce sont des économies qui fonctionnaient normalement il y a 8 semaines et qui sont désormais en contraction contrôlée. L'Europe traverse son deuxième choc énergétique catastrophique en 4 ans. Les stocks de gaz sur le continent se situent autour de 30% de leur capacité, alors que les normes saisonnières exigent des niveaux supérieurs à 70%. La Banque centrale européenne a reporté les baisses de taux d'intérêt prévues et a fortement relevé ses projections d'inflation. L'Allemagne et l'Italie se dirigent toutes deux vers une récession si la perturbation se poursuit jusqu'à la fin de l'année.
Le Royaume-Uni fait face aux perspectives les plus sombres parmi les grandes économies européennes, avec des prévisions d'inflation pointant désormais vers 5% ou plus en 2026. Et tout cela se produit avant même que les marchés aient pleinement digéré l'annonce de l'Iran selon laquelle la situation qu'ils évaluent encore comme temporaire est en réalité permanente. Au-delà du carburant, une crise de second ordre se construit dans l'approvisionnement alimentaire mondial et elle a reçu beaucoup moins d'attention qu'elle ne le mérite. Environ 30% de l'urée utilisée comme engrais dans le monde est produite dans les pays du Golfe et exportée par le détroit d'Ormuz. Les prix des engrais augmentent fortement depuis le début de la fermeture et ces hausses se répercutent directement sur les coûts de production du blé, du maïs et du riz. Les organisations chargées de la sécurité alimentaire avertissent désormais qu'une perturbation prolongée des chaînes d'approvisionnement en engrais se traduira par des prix alimentaires mondiaux élevés, non seulement cette année, mais aussi lors du prochain cycle agricole et potentiellement au-delà. L'Iran n'a pas seulement fermé une route pétrolière, l'Iran a fermé la ligne d'approvisionnement de l'un des intrants agricoles les plus critiques de la planète et a déclaré hier que cette fermeture était permanente. Considérons maintenant ce que les États-Unis ont réellement été capables de faire en réponse. Le 13 avril, la marine américaine a lancé un blocus des ports iraniens destiné à empêcher l'Iran d'exporter du pétrole par ses routes alternatives. La logique était d'exercer une pression symétrique. Si l'Iran bloque le détroit, les États-Unis bloquent les exportations iraniennes. Mais le résultat a été un double blocus qui a produit le pire résultat possible pour les marchés mondiaux. Les deux camps empêchent désormais l'énergie de circuler et les prix mondiaux du pétrole ont encore augmenté en conséquence. Il faut un type très particulier de négociateur pour transformer un blocus en deux, puis appeler cela une stratégie. Plus important encore, la Chine a refusé de se conformer au blocus naval américain. Des pétroliers battant pavillon chinois ont continué à tenter de charger du brut iranien. Et les États-Unis ne sont pas allés jusqu'à les arrêter physiquement, car cela risquerait de provoquer une confrontation directe avec Pékin que personne à Washington ne souhaite actuellement déclencher. La Russie a publiquement soutenu la position de l'Iran et le ministre iranien des Affaires étrangères doit rencontrer Vladimir Poutine après des étapes diplomatiques à Oman et au Pakistan. Aucune coalition de nations n'est en train de se former pour forcer la réouverture du détroit. Aucun mécanisme international n'exerce de pression unifiée sur Téhéran. L'Iran bénéficie du soutien de 2 membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies dotées de l'arme nucléaire et il vient de déclarer un contrôle permanent sur 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole transporté par voie maritime. La situation diplomatique n'est pas seulement bloquée, elle s'est effondrée. Les envoyés de Trump devaient se rendre au Pakistan la semaine dernière pour un nouveau cycle de négociations. Ce voyage a été annulé. Les discussions d'Islamabad n'ont rien produit. Il n'existe actuellement aucun canal diplomatique actif entre Washington et Téhéran. La position officielle américaine reste la capitulation inconditionnelle de l'Iran. La position officielle iranienne depuis le 26 avril est que le détroit ne reviendra jamais à son état opérationnel précédent. Ces deux positions sont mathématiquement irréconciliables et aucun des deux gouvernements n'a montré le moindre signe de mouvement vers l'autre. La guerre dure depuis 58 jours, les groupes aéronavals américains sont déployés depuis plus de 2 mois, le soutien de l'opinion publique aux États-Unis à la poursuite de l'engagement militaire est tombé à 22%. Le pétrole se négocie à des niveaux que le monde n'avait pas vus depuis la crise énergétique des années 1970 et la diplomatie s'est entièrement désintégrée. Les modèles internes de la Réserve fédérale estiment qu'une fermeture prolongée d'Ormuz réduirait la croissance du PIB mondial d'environ 9 points de pourcentage en rythme annualisé. Ce n'est pas le type de ralentissement que les économies absorbent avant de passer à autre chose. C'est le type de contraction qui déclenche des flambées du chômage, des crises de la dette dans les marchés émergents, des effondrements monétaires dans les pays dépendants de l'énergie et une instabilité politique dans les gouvernements qui ne peuvent plus assumer le coût nécessaire pour fournir des biens essentiels à leur population. L'Agence internationale de l'énergie a recommandé des programmes de réduction de la demande, l'élargissement du télétravail, des semaines de travail raccourcies et
une réduction des déplacements comme mécanisme pour gérer l'écart entre l'offre et la consommation. Plusieurs pays ont déjà mis en œuvre des versions de ces politiques, mais la réduction de la demande n'est qu'une autre manière de choisir l'appauvrissement. Et même les programmes de réduction de la demande les plus agressifs ne peuvent pas combler un déficit de 5 millions de barils par jour. Ce à quoi chaque gouvernement doit désormais se confronter n'est pas la question de savoir comment rouvrir le détroit d'Ormuz. La vraie question à laquelle la planification économique nationale doit maintenant répondre est de savoir comment restructurer l'activité économique autour de l'hypothèse selon laquelle 20 et 1 million de barils par jour de pétrole et de GNL ont disparu de manière permanente du marché mondial. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis accélèrent l'expansion de leurs infrastructures d'oléoducs de contournement. L'Irak cherche à réactiver un corridor d'oléoducs passant par la Turquie. Mais les grandes infrastructures de pipeline prennent des années à construire et à mettre en service, et la capacité maximale combinée de toutes les options de contournement existantes ne peut pas approcher ce qui transitait auparavant chaque jour par le détroit. L'Iran détient une forme de levier qu'aucune supériorité militaire ne peut neutraliser proprement. On ne peut pas bombarder un passage maritime pour le rouvrir. On ne peut pas forcer un pays à autoriser le passage de la navigation commerciale dans sa zone d'influence territoriale lorsque ce pays est prêt à absorber des frappes militaires, possède des routes d'exportation alternatives, génère davantage de revenus pétroliers grâce à la fermeture qu'il n'en obtiendrait en autorisant des opérations normales et bénéficie du soutien politique et économique de la Russie et de la Chine. Dans ce contexte précis, la puissance militaire ne se traduit pas par la capacité de rétablir le flux du pétrole. Et l'Iran a passé 8 semaines à démontrer exactement cette réalité avant d'annoncer hier qu'il entendait la rendre permanente. La version en conférence de presse sera probablement plus simple, tout est sous contrôle, sauf les navires, le pétrole, les discussions et les calculs. Le 26 avril 2026, un haut responsable iranien a regardé la caméra et a dit au monde que le corridor énergétique le plus critique de la planète ne redeviendrait jamais ce qu'il était. Il a invoqué l'autorité du guide suprême. Il a exposé ouvertement la logique stratégique. Il n'a donné aucune condition, aucune porte de sortie, aucun langage de négociation. Le détroit est fermé depuis 54 jours. Les infrastructures alternatives peuvent couvrir moins d'un tiers de ce qu'ils traitaient auparavant. Les prix du pétrole sont déjà à des niveaux de crise. Les discussions diplomatiques ont complètement échoué. Les prix alimentaires et ceux des engrais augmentent dans le monde entier. Plusieurs nations sont déjà en état d'urgence énergétique déclarée. Et l'écart entre les positions américaines et iraniennes ne laisse aucun chemin visible vers une résolution, à moins d'une escalade militaire risquant un conflit direct avec des États dotés de l'arme nucléaire. Et ce qui s'est produit hier n'était pas un développement à l'intérieur d'une crise en cours. C'était l'annonce que ce qui était supposé temporaire est désormais la nouvelle architecture permanente de l'énergie mondiale. Aucun gouvernement, aucune banque centrale, aucune organisation internationale ne dispose actuellement d'une réponse crédible à ce qui vient ensuite. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Bonjour et à bientôt.